Merci Madame la Présidente. Bien Madame la Ministre, d'abord merci pour votre intervention. Je voudrais commencer par revenir sur le débat de mercredi dernier que j'ai trouvé de qualité. J'ai trouvé qu'on avait eu un débat parlementaire de qualité. Nous avons exposé nos arguments, nous avons posé des questions, nous avons parlé de faits. Je pense que nous avons aussi évité les outrances et les attaques personnelles. Et donc, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, commencer par rappeler à celles et ceux qui ont fait passer des messages quant à des représailles politiques, alors qu'on ne faisait que notre travail, qu'au fond, on ne mange pas de ce pain-là, que nous faisons un travail de vérification, un travail d'analyse, un travail objectif qui repose sur des éléments, comme je le disais, factuels, et qu'en faisant ce travail, nous ne faisons jamais que notre devoir constitutionnel, qui est, je le rappelle, de contrôler le gouvernement. Et donc, Madame la Présidente, je tenais à ce que ça soit dit. Je voudrais également dire, et peut-être déplorer aussi, que nous ne disposons pas, en effet, de tous les documents nécessaires pour faire notre travail. Je ferai référence à deux documents. D'abord, en effet, la note verbale de l'ambassade d'Iran. Je pense que ça aurait été... Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Donc, j'ai entendu la ministre dire tout à l'heure qu'une note verbale, ce n'était pas une note orale, ce n'était pas un contact oral, c'était une note écrite. Donc, elle doit être quelque part, je présume, cette note. Oui, mais... Bon. Et puis, par ailleurs, dans le paquet de mails qui a été mis à disposition des parlementaires mercredi dernier, il y en a un qui fait référence à la liste des 13 participants iraniens avec les commentaires de l'ambassade en annexe. Mais cette annexe n'est pas disponible dans la FARD. Je voudrais aussi vous dire, à nouveau en guise de préambule, et ce sera mon dernier point dans cette introduction, que j'ai été, en tant que parlementaire, heurté lorsque vous êtes targué d'avoir la confiance du gouvernement sur le mode circuler, il n'y a rien à voir. Et je voudrais rappeler que l'ordre de nos institutions exige en fait que ce soit la confiance du Parlement dont vous ayez besoin, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je conviens que le ton était différent aujourd'hui. Il y a une différence sur la forme. Sur le fond, on va en parler parce que nous attendons des explications claires et précises de votre part. Nous avons besoin de réponses concrètes à des éléments factuels. Et aujourd'hui, je vous ai entendu exprimer des regrets, mais sans jamais vraiment interroger votre responsabilité dans la conduite de la procédure. Et donc, dans cet objectif, mettons-nous d'abord d'accord pour évacuer, parce que je pense qu'il ne pèse pas lourd, l'argument de la nécessité diplomatique qui est sorti subitement la semaine dernière et que vous avez d'ailleurs, je trouve, surutilisé mercredi dernier. Nous devons, je pense, convenir, parce que nous l'avons compris, que c'est un argument a posteriori, c'est un argument d'alibi, c'est un argument, je pense, d'emballage un peu commode, qui ne tient pas, pour au moins deux raisons. D'abord, pour la bonne et simple raison que vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de lien entre le contexte diplomatique et le dossier des visas, et puis aussi parce que s'il y avait eu un tel enjeu diplomatique dans ce dossier de visa, vous n'auriez pas attendu le 7 juin pour en parler, pour informer le Premier ministre. Et je vais même dire le cabinet du Premier ministre, pas le Premier ministre lui-même. Et donc, ça n'a pas de sens de surjouer l'enjeu diplomatique quand, finalement, vous informez le Premier ministre la veille de l'octroi de ces visas et que vous avez eu 1001 occasions tout au long du mois de mai. À l'époque, on était en phase d'atterrissage de ces négociations sur la libération des otages pour informer le Premier ministre. Et donc, je répète qu'il y a un enjeu de vérité derrière cet échange avec vous et que derrière cet enjeu de vérité, il y a un enjeu de crédibilité et de confiance. Alors, je pense qu'il faut aussi définitivement acter une série de choses. Je pense qu'on peut convenir
que jeudi 15, vous avez menti à la Chambre. Et je rappelle ce que vous aviez dit, ça a déjà été fait, mais je le fais à nouveau. Une fois ces vérifications faites, des visas à territorialité limitée ont été délivrés. Et donc ça, c'est définitivement à inscrire à votre passif. Et je rappelle qu'en ce qui concerne l'avis de l'OCAM, nous savons qu'il est arrivé le lendemain, le 9 juin, le lendemain de l'octroi des visas. Puis on nous a expliqué que ce n'était pas grave parce qu'en réalité, il n'était pas vraiment nécessaire. Et puis, de toute façon, un avis de l'OCAM, ça ne concerne pas les personnes, mais ça concerne les situations en général. Et puis après, on découvre qu'en fait, cet avis de l'OCAM, il concerne quand même bien une personne et une seule personne, le maire de Téhéran. Et puis on découvre hier qu'en effet, il concerne le maire de Téhéran, mais uniquement du point de vue de sa propre sécurité. Et donc, ici, on a ajouté un mensonge au mensonge initial, un mensonge en plénière, et puis un autre en commission mercredi dernier sur la teneur et le rôle exact de cet avis de l'OCAM. Et donc, il faut acter que ce problème grave de mensonge devant le Parlement est, je le répète, à inscrire définitivement et irrémédiablement à votre passif. Alors, à ce problème s'ajoute donc un autre, celui de la crédibilité et de la fiabilité. Et donc, la question qui va se poser, c'est, voilà, êtes-vous encore suffisamment fiable? Les versions ont beaucoup changé, à tel point qu'on ne sache plus vraiment où se trouve encore la vérité et vos propres contradictions objectives, factuelles. La question, c'est est-ce qu'elles n'ont pas fini d'ensevelir votre crédibilité? Alors, je voudrais reprendre maintenant le fil de la ligne du temps de cette affaire, parce qu'il reste au moins un trou important dans les explications que vous apportez aujourd'hui. Il y a un élément majeur qui me paraît inexpliqué. Donc, le 15 mai, vous émettez une circulaire à l'adresse de tous les postes diplomatiques qui dit qu'en cas de doute, il conviendra de solliciter l'avis de l'Office des étrangers. Vous faites un tour de vis supplémentaire concernant le poste de Téhéran et vous joignez une lettre à cette circulaire qui dit que pour vous, ambassade de Téhéran, ce sera une demande systématique qui sera demandée, enfin plutôt l'avis de l'Office des étrangers sera systématiquement sollicité. Alors ça, c'est le point de départ. Faisons maintenant un saut dans le temps jusqu'à la séquence du 6 au 8 juin. Et c'est pendant cette période d'ailleurs que tout se passe. Alors, d'abord le 6 juin. On sait qu'on n'a plus le temps, on se rend compte qu'on n'a plus le temps et qu'on bascule d'une procédure Schengen à une procédure VTL, visa à territorialité limitée. Et à ce moment-là, on sait qu'en théorie, on n'a dès lors plus besoin, de manière obligatoire, de l'avis de l'Office des étrangers. Or, ce 6 juin, dans un mail de l'ambassade au cabinet, est rappelée la nécessité de l'avis de l'Office des étrangers. Donc on change de procédure, on a dès lors plus besoin de l'avis de l'Office, mais on rappelle quand même votre courrier et on dit il faut cet avis. Et ça, c'est l'ambassade qui le dit à votre cabinet. Donc on est le 6 juin. Le 7 juin, on voit qu'on s'agite, on s'active, on se réagite. Et puis dans un mail du cabinet de Maure à votre cabinet, on rappelle la demande d'une approche flexible, en ajoutant d'ailleurs que ces Iraniens dans une procédure tardive, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Et puis à 17h52, votre cabinet donne instruction à l'Office des étrangers de transmettre les demandes à l'Office des étrangers. Et ça, vous l'avez dit. Donc ce n'est pas obligatoire, mais vous décidez de le faire quand même. Jusque-là, très bien. Mais donc, où est cet avis? Si vous l'avez sollicité le lendemain du jour où on sait qu'il n'est plus obligatoire. Et la question est importante compte tenu des échanges de mails du lendemain. Et j'arrive dès lors au 8 juin. Et là, à 14h08,
et sauf erreur de ma part, et je m'en étonne, vous ne faites pas référence à ça. Et je trouve que c'est ici que l'affaire, qui est déjà à mes yeux grave, prend encore une tournure différente. Il y a un mail de l'ambassade au cabinet, à votre cabinet, qui dit « Il semble que l'Office des étrangers ne donne pas son OK ». 14h08, on est à 6h37 de l'octroi des visas, de la délivrance des visas. 14h08. À 14h20, une grosse heure plus tard, la Direction générale des services des visas vous dit que dans ces conditions-là, il vaut mieux ne pas délivrer. Et donc, vous êtes en procédure VTL le 6, vous demandez quand même l'avis de l'Office des étrangers le 7, et le 8, vous recevez une information crédible de l'ambassade vous indiquant que l'avis serait négatif. Et puis plus rien. Et d'ailleurs, nous ne disposons pas de cet avis, et 5h30 plus tard, vous décidez de délivrer. Et donc, à ce moment précis, vous savez que si vous étiez resté dans la procédure de départ, donc une procédure Schengen, qui est d'ailleurs toujours en cours quelques heures ou quelques jours plus tôt, eh bien, si vous étiez resté dans cette procédure, vous n'auriez tout simplement pas pu délivrer ces visas. Ça vous aurait été interdit. Et en effet, il est interdit de délivrer un visa quand on a un avis négatif de l'Office des étrangers. Et donc, on est dans une situation où la seule chose qui vous permet d'éviter cette interdiction de délivrer les visas, qui vous libère de cette interdiction, c'est le fait qu'on soit passé d'une procédure Schengen à une procédure VTL. C'est-à-dire que ce qui vous libère de ce risque d'interdiction, ce sont les circonstances qui se sont imposées à vous et qui vous ont contraint à changer de procédure. Et donc, pour être clair, si les Iraniens s'étaient présentés à l'ambassade 10 jours ou 15 jours plus tôt, on serait resté en procédure Schengen et vous n'auriez pas pu octroyer ces visas. Et donc, c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une maison, face à deux portes, vous êtes censé rentrer dans la pièce de gauche, vous entrouvrez la porte et vous constatez qu'il y a un incendie. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez refermé la porte tranquillement et que vous êtes rentré dans la pièce de droite. Et là, vous êtes installé comme si de rien n'était et vous avez commencé un repas avec les Iraniens. Et donc, une chose grave est de délivrer des visas en l'absence de l'avis des services de sécurité. Autre chose est de délivrer en dépit d'un avis qui vous aurait interdit de le faire si les circonstances vous avaient permis de rester dans la procédure de base. Vous vous libérez donc de cette interdiction de délivrer en pleine connaissance de cause et uniquement au gré d'un changement de procédure qui vous est imposé, encore une fois, par des circonstances non maîtrisées. Et donc, à ce moment-là, il est 14h08 et vous avez un feu rouge virtuel, mais un feu rouge quand même. Et on est, je le répète, à 6h37 de l'octroi des visas de la délivrance. Et donc, à mes yeux, là, on est déjà dans une situation qui est extrêmement problématique. Et puis, à 16h56, un mail de votre cabinet est adressé à vos interlocuteurs bruxellois. Et là, on demande à l'interlocuteur bruxellois s'il valide ou non la liste des invités iraniens. On est passé de 6 à 13 plus 1, 6 à 14, et on demande si Bruxelles valide bien l'invitation de ces personnes. Et donc j'ai une question pour vous. Quand vous sollicitez cette validation de vos interlocuteurs bruxellois, est-ce que vous les informez bien de l'existence d'un avis négatif, informel certes, mais négatif, dont vous connaissez l'existence depuis 14h08. Et est-ce que vous leur dites, d'une manière ou d'une autre, que vous êtes virtuellement en position de ne pas pouvoir délivrer ces visas? Ik kan nu afronden. U bent aan de 15 minuten. En cas de réponse négative, j'en ai encore 3 minutes.
En cas de réponse négative, et la question est importante, Madame la Présidente, en cas de réponse négative à cette question, donc si vous n'avez pas pleinement informé le gouvernement bruxellois quand vous leur demandez de valider la liste des 14, alors il faudra faire le constat que vous les interrogez sans les informer pleinement et donc tirer la conclusion que vous les auriez alors manipulés, que vous auriez alors manipulé le gouvernement bruxellois pour vous couvrir à bon compte. Si je caricature votre message, Madame la Ministre, et en tout cas si j'essaye de le résumer, vous exprimez quelques regrets, vous exprimez des excuses sur des questions de communication, vous regrettez avoir jeté le trouble à certains moments de la procédure et du débat surtout, mais jamais sur vos responsabilités dans la procédure. Et donc, vous balayez, je trouve pour pas cher, la question des mensonges que vous avez incontestablement exprimés devant ce Parlement. Vous nous dites important de laisser la diplomatie maintenant travailler, mais vous ne donnez aucune indication quant à la manière dont vous pensez être capable de restaurer la confiance, la crédibilité et la fiabilité qui sont aujourd'hui profondément entamées. Et vous savez, sur la question des excuses, moi je considère que ce Parlement n'est pas une église. Cette commission des affaires étrangères n'est pas un confessionnal. Et moi je suis un parlementaire et je ne suis pas un curé. Je n'ai pas l'âme d'un curé. Je ne suis pas là pour recueillir vos excuses. Ça ne m'intéresse pas, la question des excuses. Ce qui m'intéresse, c'est, après toutes ces contradictions, après tous ces changements de version, après ces mensonges qui sont avérés, après tous ces trous dans la procédure, après ces parapluies ouverts, d'abord en rejetant la responsabilité sur la région, puis sur le CAM, puis sur la sûreté, puis sur le premier, puis sur le cabinet justice. Les seules questions qui m'intéressent, c'est reconnaissez-vous votre responsabilité politique dans l'octroi de ces visas? Considérez-vous encore avoir une crédibilité suffisante pour mener notre diplomatie? Avez-vous encore la fiabilité suffisante pour diriger les services d'un département régalien de l'État? Avez-vous, selon vous, encore la confiance du Parlement après lui avoir menti? Et là, la réponse nous reviendra évidemment, parce que derrière tout ça, derrière ce fiasco, il y a des gens qui ont été mis en danger et un agent iranien qui a récolté des informations sur notre sol et qui a mis en danger des Iraniens chez nous et des Iraniens là-bas. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris acte de votre changement de ton. On est loin donc je disais qu'on avait pris acte du changement de ton qui a été le vôtre aujourd'hui, qu'on est en effet loin de la véhémence de vos interventions des semaines passées en commission et en plénière, et je vous le dis, des interventions qui, sur la forme et sur le fond, avaient choqué, et bien au-delà du Parlement, y compris évidemment, et je pense à eux, aux opposants au régime iranien, ici et là-bas. Aujourd'hui, vous avez donné de nouvelles informations. Le contact que vous avez pris avec le cabinet justice, en plus de celui du premier, le fait que le CAM ait rendu plusieurs avis sur l'événement, sur la sécurité du maire de Téhéran. On a appris aussi que vous considériez l'événement bruxellois comme un événement diplomatique qui nous oblige à recevoir tout le monde. Vous avez complété certains points, mais je dois vous le redire, il reste des zones d'ombre, il reste des informations incomplètes, insatisfaisantes. La région bruxelloise pointée du doigt dans la délivrance des visas, en passant par la pseudo-validation de l'ECAM, pour in fine aller jusqu'à outrepasser ou ignorer l'avis négatif de l'Office des étrangers et de vos propres services, évidemment. Le fait aussi que vous n'informiez pas Bruxelles de cet avis négatif quand vous leur demandez la validation de la liste des invités. Et donc, il y a eu, c'est incontestable, des versions bien différentes chaque semaine et encore aujourd'hui. Donc nous restons dubitatifs, nous restons perplexes. Pour nous, vous avez foncé, vous avez accéléré
au feu orange et vous avez brûlé des feux rouges, clairement. Je ne vous le cache pas, nous devrons encore examiner dans les prochains jours votre sens des responsabilités, votre volonté de transparence. Nous devrons faire le point sur tout ce qui a été dit, à tête reposée, sereinement. Certains l'ont dit, et c'est aussi notre position, et je tiens à insister là-dessus, ce gouvernement a encore du travail. Il a encore beaucoup de pain sur la planche pour répondre aux préoccupations de nos citoyens, de nos concitoyens, pardon, et pour cela, il doit pouvoir travailler dans la sérénité. Mais je vous le dis, votre gestion du dossier et surtout la manière dont vous avez répondu à nos interrogations légitimes n'ont pas aidé à rendre possible cette sérénité. Et donc, nous avons pris acte de vos excuses, c'est une chose, mais nous le disons tout aussi clairement, il y a encore des zones d'ombre et nous continuons à penser qu'en politique, se défausser sur les autres, changer de version chaque semaine, ce n'est jamais, évidemment, de nature à établir la confiance. Mevrouw Samin.